Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une théorie assez percutante. L'idée, c'est que les sociétés pourraient être, d'une certaine manière, programmées culturellement. C'est un concept fort que la source de notre analyse nomme la domestication psychique. Alors voilà comment on va décortiquer ça. D'abord, on va poser les bases de la théorie. Ensuite, on verra le mécanisme, étape par étape, puis on s'intéressera aux conséquences sur l'individu, avant d'appliquer tout ça à un exemple concret, la France, et on terminera sur la conséquence finale pour la société dans son ensemble. Allez, on commence. Le point de départ, le principe fondamental de cette théorie, c'est cette idée que notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, tout ça peut être modelé par des forces qui nous sont extérieures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire domestication psychique ? L'idée, c'est que nos pensées et nos réactions peuvent être orientées pour servir des objectifs extérieurs, souvent sans qu'on en ait conscience. C'est un peu comme si le système d'exploitation de notre esprit était mis à jour à notre insu. Pour comprendre le mécanisme, la théorie découpe notre psyché en 7 niveaux. Les 4 du bas, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ce qu'on désire et les histoires qu'on se raconte, eh bien ce sont les cibles. Le but du jeu, si l'on peut dire, c'est de prendre le contrôle de ces 4 niveaux pour court-circuiter les 3 niveaux du haut. Notre capacité de décision, nos valeurs et notre cadre de sens. Et cette phrase résume tout. Le point d'entrée, la porte d'accès à tout le reste, c'est la perception. Si on contrôle ce que les gens voient, entendent, perçoivent, on a une influence sur toute la chaîne de pensée qui suit. Bon, d'accord. Mais alors comment ça se passe, concrètement, ce piratage des niveaux inférieurs ? Eh bien, la théorie propose un processus très structuré, qui se décline en 5 étapes. On passe maintenant au mode d'emploi, en quelque sorte. Le schéma directeur de cet alignement psychologique. 5 étapes claires, qui s'enchaînent de manière assez logique. Voilà la séquence. On commence par la perception, on passe par les émotions et le désir, on justifie avec des histoires, et on finit par neutraliser l'esprit critique. Voyons chaque étape en détail. Tout commence donc par la perception. Comment la pirater ? En créant ce que la source appelle des figures du mal, des ennemis, des boucs émissaires, qui sont diabolisés à l'extrême pour déclencher des réactions quasi pavloviennes, de peur ou de rejet, avant même que la raison puisse intervenir. Une fois que la perception est orientée, les émotions, les affects suivent presque mécaniquement. La peur, la colère ou même la joie deviennent des réflexes conditionnés, des réactions automatiques à des stimuli précis plutôt que des sentiments réfléchis. Après les émotions, on s'attaque au désir. L'idée, c'est de le reconfigurer. Au lieu de désirer des choses qui nous sont propres, nos pulsions sont canalisées pour servir un système. Par exemple, vers une consommation sans fin ou pour nourrir une peur terrible, celle d'être mis à l'écart du groupe. Bien sûr, pour que tout ça tienne, il faut une histoire. Une bonne histoire. C'est l'étape 4. Fournir des récits, des justifications qui permettent de donner un sens, souvent un sens moral, à ces comportements et à ces émotions qui ont été en fait implantées de l'extérieur. Et on arrive à la dernière étape, l'aboutissement du processus. Les fonctions supérieures de la pensée sont mises en veille. La prise de décision autonome, la construction de ses propres valeurs, tout ça est remplacé par la conformité à l'idéologie dominante. Le pipeline est, pour ainsi dire, verrouillé. Alors, si on suit cette logique, ce processus culturel aboutit à quoi ? Eh bien, il produirait 2 types d'individus avec 2 manières radicalement différentes d'être au monde. D'un côté, on aurait l'individu domestiqué. C'est quelqu'un qui est plus agi par sa culture qu'il n'agit sur elle. Ses réactions sont automatisées, il répète les récits ambiants, et de l'autre, on a ce que la source appelle l'individu libre, celui qui, au contraire, lutte pour rester l'acteur de sa propre vie en réactivant justement son jugement critique. Tout ça peut sembler très théorique, c'est vrai. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle propose une application très concrète de ce modèle à l'histoire politique et culturelle de la France sur les 50 dernières années. Cette chronologie retrace une trajectoire sur un demi-siècle. Selon cette lecture, chaque présidence, de manière consciente ou non, aurait ajouté une pierre à cet édifice. On partirait d'une gestion purement technique de la société pour arriver aujourd'hui à une perte généralisée des repères collectifs. L'analyse s'attarde tout particulièrement sur le mandat de François Mitterrand, qu'elle considère comme un vrai point de bascule, avec 3 leviers très puissants. Un choc moral, un choc identitaire en construisant un diable symbolique et un virage économique majeur protégé par un discours moral. Selon cette thèse, ce moment aurait redéfini les règles du jeu pour les décennies à venir. D'accord, mais alors où est-ce que ça nous mène tout ça ? Quelle serait la conséquence finale de ce long processus de domestication si on le suit jusqu'au bout ? Eh bien, le résultat, ce serait la dissolution des grandes identités collectives. Toutes ces structures qui donnaient un sens et une place à l'individu dans un ensemble plus grand, la famille, les syndicats, l'Église, la nation elle-même, se seraient effritées petit à petit. Et la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui a pris la place ?
Selon l'analyse, le marché mondial, une morale de plus en plus individuelle, la consommation de masse, des forces qui, au lieu de rassembler, auraient plutôt tendance à atomiser les individus, à les maintenir isolés. Ce qui nous amène à une dernière question, une question qui est laissée en suspens et qui est assez vertigineuse. Lorsque le grand récit qui unit une société se délite, se dissout, qui se charge d'écrire le suivant et avec quelle légitimité ?